À la mi-2025, la stratégie d'ExxonMobil s'articule autour de deux axes principaux, à savoir l'optimisation de ses activités traditionnelles dans les hydrocarbures et l'investissement dans des secteurs à faible émission de carbone, notamment le lithium et la capture de carbone. Au premier trimestre 2025, la société a enregistré un bénéfice de 7,7 milliards de dollars, soit 1,76 dollars par action. Cette performance, en légère baisse par rapport à la même période de l'année précédente, est principalement attribuée à une diminution des marges de raffinage et des prix du pétrole brut. Cependant, ces facteurs ont été partiellement compensés par une solide performance opérationnelle. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint près de 13 milliards de dollars. De plus, l'entreprise a réalisé 600 millions de dollars d'économies structurelles supplémentaires, portant le total des économies depuis 2019 à 12,7 milliards de dollars. Pour le deuxième trimestre 2025, dont les résultats seront publiés le 1er du mois de août 2025, les analystes anticipent que l'entreprise pourrait dépasser les attentes du consensus. Et je vous rappelle que dernièrement, il y a moins de... Je pense lundi, elle a publié ici une information selon laquelle elle aura tendance à avoir un impact supplémentaire de près de 1,5 milliard de dollars ici, dû à la baisse du prix du pétrole. Et donc, malgré cela, les attentes, on s'attend toujours, les analystes s'attendent toujours à ce que l'entreprise dépasse les attentes du consensus. On le verra lors de la publication des résultats. Donc, cette prévision est soutenue par une potentielle reprise des marges de raffinage et une performance opérationnelle continue qui pourrait contrebalancer une baisse anticipée des prix du pétrole. Les marges de raffinage, notamment aux États-Unis. OK? Donc, la performance financière de l'entreprise est soutenue par ses projets d'hydrocarbures à grande échelle. Premièrement, vous avez le Guyana. La production du bloc de Stabroek a dépassé 600 000 barils par jour, assuré par 3 navires de production de type FPSO. Donc, l'arrivée d'une 4e unité, toujours au niveau, par rapport aux navires de production, nommé Yellowtail, prévu pour le mois de août 2025, ajoutera une capacité de 250 000 barils par jour. L'objectif à long terme est d'atteindre une production de plus de d'environ, d'accord, on va dire comme ça parce qu'on va rester dans une moyenne, d'environ à peu près 2 millions de barils par jour d'ici 2030. D'ici 2027-2020, ils sont plutôt à 1,7, mais on verra. Ça, c'est 2030. OK? Donc, la production va augmenter. Qui dit augmentation de la production, dit également potentielle augmentation du chiffre d'affaires. Maintenant, si le prix augmente, tant mieux. Mais n'oubliez pas que c'est une question d'offre et de demande et de coût de production. Bref, l'avenir nous dira si c'était une bonne décision. Mais c'est déjà une bonne chose. Donc, la stratégie le deuxième point ici, c'est le bassin permien, qui est généralement l'une des zones où il y a énormément d'hydrocarbures aux États-Unis. La stratégie se concentre sur l'efficacité technologique et la réduction des coûts. L'entreprise utilise l'intelligence artificielle, comme toutes les entreprises en date d'aujourd'hui, et des techniques de forage avancées pour viser une augmentation des taux de récupération qui sont actuellement de 6 à 8%. Concernant les autres projets, dont au Nigeria, ici, une décision finale concernant un investissement de 1,5 milliard de dollars pour augmenter la production du champ en eau profonde d'Usan est attendue vers la fin du troisième trimestre 2025. Concernant le secteur ici de l'aval ou bien du downstream, le complexe chimique en Chine est maintenant opérationnel. L'usine de recyclage avancée de Baytown au Texas a doublé sa capacité et a traité plus de 45 000 tonnes de déchets plastiques depuis son démarrage. Donc, elle ne fait pas que du pétrole. OK? Donc, maintenant, on va parler de la division Low Carbon Solutions. Donc, cette division continue à développer ses activités sur 2 fonds principaux. Le lithium, premièrement, et la capture et le stockage du carbone. Concernant le lithium, ExxonMobil vise à devenir un fournisseur de lithium pour les batteries de véhicules électriques. Son projet en Arkansas, dans la formation géologique de Smackover, progresse. On a dit progresse. Attention. Donc, ce n'est pas encore opérationnel. C'est un projet. Donc, en juin 2025,
Sa filiale Saltworks, j'espère que je prononce ça bien, a obtenu une approbation réglementaire clé pour le projet. Donc, les forages sont planifiés pour le second semestre de 2025 avec un objectif de début de production en 2027 en utilisant la technologie d'extraction directe du lithium. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Quelle est la différence avec ce qui est présentement disponible sur le marché. Donc, ensuite, vous avez la capture et le stockage de carbone. L'entreprise développe une offre de services de décarbonation. Elle a signé plusieurs contrats, dont un avec l'énergéticien Calpine en avril 2025 pour le transport et le stockage de CO2. Donc, cette activité s'appuie sur son réseau de pipeline existant sur la côte américaine du golfe du Mexique ou le golfe d'Amérique, comme Donald Trump veut l'appeler en date d'aujourd'hui. Donc, au niveau de la structure financière et du retour aux actionnaires, la stratégie est soutenue par une structuration financière robuste. À la fin du premier trimestre 2025, l'entreprise disposait de près de 17 milliards de dollars de liquidités et son ratio de dette nette sur capital était de 7%, l'un des plus bas de l'industrie. Donc, elle a la capacité de souffrir. Cette solidité financière permet de financer les projets d'investissement et d'assurer un retour aux actionnaires. Au cours du premier trimestre, 9,1 milliards de dollars ont été distribués, se décomposant en 4,3 milliards de dollars de dividendes et 4,8 milliards de dollars de rachats d'actions. Les rachats s'inscrivent dans un programme annuel de 20 milliards de dollars qui se poursuivra jusqu'en 2026. En conclusion, l'analyse mi-parcours de 2025 montre que ExxonMobil utilise les flux de trésorerie de ses activités pétrolières et gazières pour financer simultanément des projets d'hydrocarbures et des initiatives dans les secteurs de transition énergétique. Le rythme d'exécution sur ces deux fronts sera un facteur clé à surveiller pour l'avenir de l'entreprise. La priorité reste les hydrocarbures. Le reste, c'est voilà. Ce sont on va appeler ça des à côté. Si ça se passe bien, tant mieux. OK? Si ça se passe mal, au moins on n'a pas sous-investi dans l'activité principale qui demeure nos cœurs de métier ici, à savoir les hydrocarbures, extraction du pétrole et du gaz. Tout ce qui concerne ici la capture du carbone, le lithium, etc., ce sont des à côté. En ce qui concerne l'analyse quantitative, avant de continuer ici, je vous rappelle que nous sommes au deuxième trimestre 2025. Les résultats ne sont pas encore publiés en date d'aujourd'hui, mais moi, j'ai fait l'effort ici de faire un travail de fond sur les attentes de ce secteur d'activité au second trimestre ici 2025. Donc, je vais publier cette information-là dans le club sous forme de vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, l'accès au club, il est gratuit. Le lien est en description de la vidéo. OK? Donc, vous savez qu'on a souvent l'habitude de faire ce travail de fond. Ce n'est pas une analyse, c'est une analyse sectorielle qui prend en considération ici le consensus actuel sur l'ensemble des acteurs de ce secteur-là. À quoi est-ce je m'attends à quoi sur le segment de l'aval, on va l'appeler ici du upstream, du midstream et du downstream. D'accord? Donc, exploration, production, on s'attend à quoi? Au niveau ici du transport, on s'attend à quoi? Au niveau ici de la distribution, on s'attend à quoi? Donc, je sais qu'au niveau de la distribution, je peux déjà vous dire ça, la raison pour laquelle on s'attend à ce que les marges de raffinage augmentent un tout petit peu, c'est parce qu'il y a eu une baisse de capacité aux États-Unis. Et donc, ça peut être quelque chose, ça peut être juste quelque chose de temporaire. Mais c'est important de comprendre ça en date d'aujourd'hui. Il ne faut pas investir à l'aveugle, les amis. Les chiffres, c'est bien, mais les chiffres ne vous disent pas grand-chose si vous n'allez pas lire les rapports financiers. Écoutez les conférences calls, que ce soit sur Exxon ou bien sur Total Energy ou bien sur une autre entreprise du même secteur d'activité. D'accord? Donc, le lien, dans 24 heures, ça sera publié en vidéo. Nous sommes le 9 du mois de juillet. Je vous laisse aller voir ça. C'est dans le club. Maintenant, on passe à l'analyse quantitative. Donc, vous me connaissez, vous connaissez ce genre d'entreprise ici. On va essentiellement faire comment on appelle ça? On va faire ici, on va normaliser les résultats. Mais n'oubliez pas que Total Energy, excusez-moi, je viens de parler de Total Energy ici, lapsus révélateur. N'oubliez pas que ExxonMobil s'attend à augmenter la production sur les mois à venir. Les autres segments ici qu'on va appeler à côté, on ne les voit pas encore présentement et ils ne seront pas inclus dans cette information-ci. Donc, le postulat de départ ici est le suivant. Est-ce que l'entreprise a les capacités, en normalisant les résultats ici, je sous-entends que la production sera la même sur les 20 dernières années, les coûts de production seront également les mêmes et l'entreprise va avoir tendance à
comment dire ça, va avoir tendance à uniquement faire, uniquement produire du pétrole et du gaz. OK? C'est le raisonnement de départ. Tout ce qui concerne l'augmentation des volumes, etc., ce n'est pas pris en considération. Parce que ça reste encore des projets, les amis. D'accord? Même si au Guyana, etc., oui, mais ce genre d'éléments-là, il faut faire attention. C'est pour ça que les compagnies pétrolières, quand vous pensez que c'est sous-évalué, ce n'est peut-être pas sous-évalué. On est peut-être sur un haut de cycle ici. Le chiffre d'affaires, oui, il est normal. C'est normal que ce soit ainsi. Ce n'est pas une entreprise en décroissance ou quoi que ce soit. C'est un business mature qui est tout simplement cyclique. OK? Donc, cette compagnie, la véritable question est de savoir qu'est-ce que je prends comme chiffre. Est-ce que je prends la médiane des 20 dernières années? Est-ce que je prends la médiane des 10 dernières années? Est-ce que je prends la médiane des 5 dernières années? Et remettre toujours les choses dans leur contexte. Sur les 10 dernières années, vous comprenez, le pétrole a été influencé négativement ici après 2014. D'accord? Il y a eu beaucoup d'investissements en CAPEX. Et également, il y a eu un nouvel acteur qui est devenu, enfin, pas un ancien nouvel acteur, parce qu'avant ça, les États-Unis étaient le premier producteur mondial. La production a diminué ici parce que le type de pétrole avait changé et plus la technologie a augmenté ici, avec les avancées technologiques, on a pu être capable ici d'exploiter le pétrole de schiste ou le gaz de schiste, ce qui nous permet ici aujourd'hui de redevenir un producteur de pétrole. Donc, c'est un producteur de pétrole de manière générale aujourd'hui. OK? Donc, ils ont tout intérêt à faire à ce que le prix du pétrole reste haut. Suivez mon regard. Bref, on ne va pas rentrer dans une théorie du complot, d'accord, comme la dernière fois. En quoi qu'on ne fait pas ça ici. Et donc, je vais faire simple. Je vais prendre ici, je vais sous-entendre, et en prenant en considération les attentes ici, net income, en N+3, faites attention aux attentes des analystes par rapport aux bénéfices nets, etc. On est toujours assez optimiste quand tout va bien, d'accord? Donc, ça a tendance à changer. Tout ce que je veux voir ici, c'est est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne ou bien en dessous de la moyenne? La moyenne ici, aux alentours de 33 milliards. Sur les 5 dernières années, sur les 20 dernières années, c'est également du 33 milliards. Et les analystes s'attendent à peu près à 37 milliards d'ici 2023. Tant mieux si ça arrive. Mais également, on sait pourquoi est-ce que ces attentes-là pourraient se réaliser. Qu'est-ce qui pourrait être ici quels pourraient être les moteurs de cette croissance-là? Je les ai cités présentement. Vous pouvez aller vérifier, vous devez aller vérifier. D'accord? Parce que cette chaîne, on vous apprend à investir avec conviction. Et si vous voulez investir avec conviction, lisez vos rapports financiers. C'est écrit en gros caractères sur le nom de la chaîne. D'accord? Si vous ne pouvez pas le faire, achetez des ETF. Et laissez-nous continuer à faire du stock picking tranquillement, mais en le faisant sérieusement. Nous, on veut le faire sérieusement, donc on veut lire les rapports financiers. On sait ce que ça coûte. D'accord? Donc, ExxonMobil, 33 milliards. On me demande de payer 33 000. Je paye combien de fois 15 fois les bénéfices. Je ne vais même pas me casser la tête. Je l'ai déjà fait plusieurs fois ici. Je vous renvoie sur les 4 milliards de vidéos que j'ai déjà fait sur les entreprises dans le secteur de l'énergie. D'accord? Et si vous avez des questions dans le club, j'ai souvent tendance ici à organiser des lives, peut-être une fois par mois ou une fois. Voilà. On en a fait un dimanche passé. Le prochain, je ne sais pas quand ça sera, mais vous le saurez. Disons dimanche prochain. On va le dire comme ça. Comme ça, vous savez que vous devez vous abonner au club pour ceux qui veulent aller plus loin. D'accord? Maintenant, 15 fois les bénéfices. Ça donne à peu près ici 495 milliards. Moins la dette nette. D'accord? Dette nette. Voilà. Ça nous donne combien? On a à peu près une vingtaine de milliards de dettes nettes. Vous vous rendez compte que cette compagnie a une vingtaine de milliards de dettes nettes? Donc, à peine avec un an de chiffre de free cash flow, on repaye complètement la dette. Et il nous restera même encore de l'argent. Vous vous rendez compte? Pas possible. 495 milliards. Je vais le diviser par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Je n'enlève pas la dette parce que c'est ridicule. Je vais diviser ça par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Vous pouvez même prendre la dette nette sur EBITDA. Vous voyez que ça sera très très bas. Mais attention, c'est l'EBITDA actuel. Il faut également normaliser l'EBITDA. OK? Donc, nombre d'actions ici, ça donne combien? On voit qu'on a sur les derniers mois une augmentation du nombre d'actions. Il faudrait bien aller vérifier pourquoi. Est-ce qu'il y a une acquisition qu'on a eu tendance à faire ici? Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de fusions-acquisitions au niveau de ces entreprises-là. Donc, ça allait vérifier. Mais n'empêche, on a à peu près à 4 milliards 370. D'accord? Divisé par 4,37. Ça donne au total 113 $ l'action. Donc, pour moi,
Le prix actuel est correct. On ne surpaye pas. Et à ce prix-là, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de... Enfin, je vais prendre la capitalisation boursière actuelle qui est à 491 milliards. On me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 491 milliards ici. Un business qui pourrait me rapporter 33 milliards par an de manière stable dans le temps. Ça donne ici un rendement de près de 7%. Ce qui correspond essentiellement ici à 6,6% de rendement, donc 15 fois les bénéfices. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que je pose ce calcul-là? Tout simplement parce que à partir d'ici, je peux déjà voir quel sera mon plafond de verre par rapport au dividende. Le dividende ici versé est de 3,48%, je m'en fous de savoir, il est en croissant depuis 400 ans, machin, truc va croire qu'il est de 5% demain. C'est pas important, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut au moins verser la même somme demain ou l'année prochaine? Est-ce qu'il est judicieux de le faire? Est-ce que ce n'est pas mieux de rembourser la dette? Parce que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Et aujourd'hui, l'entreprise a assez d'argent pour financer ses projets, assez d'argent pour payer un dividende, pour racheter ses actions. Je préfère même le rachat d'actions. Au prix actuel, elle mérite de continuer à racheter ses actions. Donc pour moi, ExxonMobil est correctement évalué. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que ExxonMobil mérite donc avoir une place dans ma watchlist? On vérifie, bien sûr, elle mérite d'avoir une place dans ma... Ça reste une compagnie dans le secteur de l'énergie, on aime ça. Mais attention, il y a une métrique qu'on n'a pas regardée, c'est le tangible book value. Idéalement, moi, j'aimerais acheter l'entreprise à un prix qui se rapproche ici des actifs tangibles nets par action. Et ces actifs tangibles nets doivent avoir tendance à croître. Mon prix ici, ça va peut-être aux alentours des 60. Si elle vient nous chercher à peu près aux alentours d'une soixantaine de dollars ici, ça peut être une très bonne chose. Je ne vous ai pas dit ici que ça vaut 60 dollars, non. Faites la différence, je veux le maximum de marge de sécurité possible. Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise, on l'évalue à 113 dollars qu'on va l'acheter à 113 dollars. On veut une marge de sécurité. Votre marge de sécurité, ça peut être la croissance à venir. OK? Donc ici, par exemple, en moyenne, le marché paye aux alentours de... En 2020, on a payé une fois les actifs tangibles nets. Et c'est très rare. Elle s'échange très rarement en dessous des 2 fois les actifs tangibles nets. Là, on est à peu près à ce niveau-là. Donc, on peut encore voir qu'on ne surpaye pas ici. Et ces actifs en général ont tendance à croître dans le temps. Donc, on avait un target price à peu près à combien pour cette compagnie? Voilà. 113 dollars. Ici, je mettrai 113 dollars. Je viens dans ma watchlist. Boum. ExxonMobil, c'est EXXO. Donc, on va aller directement tout bas. Parfait. Et on regarde ça. Donc, je vais le prendre à partir d'ici. Je vais classer par nom. Et on va aller au niveau des E. Et on ira ajuster le prix de ExxonMobil, le EX. Donc, on sera plutôt à la fin. ExxonMobil. Oh, la dernière fois, on était à 117 dollars. Là, je mets 113 dollars. Une légère diminution, mais bon, ça ne change pas grand-chose non plus. Ça pourrait mettre bien plus loin que ça. Ben, ça voilà. Vu que la vidéo a été actualisée, je préfère mettre le prix actuel. Et voilà, 113, 117, c'est la même chose, les amis. Il n'y a rien qui change du tout. Donc, ça a été mis à jour. Vous verrez dans la watchlist que non, l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Mais je vous ai dit que ça ne prend pas en considération l'éventuelle croissance à venir. Donc, on ne surpaye pas. Pour quelqu'un qui aurait ici une politique de quelqu'un qui rechercherait un dividende à ce niveau-là, moins les taxes, etc., si ça vous intéresse, allez-y. Moi, personnellement, je reste sur les lignes de côté et j'observe tranquillement la scène. Vous connaissez mon prix. Si on vient nous chercher là-dessus un jour, peut-être qu'on va y aller. Mais voilà, je vous rappelle que je vais publier la vidéo concernant les attentes du Q2 2025 pour l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité-là. La vidéo sera publiée exclusivement, uniquement dans le club. Si ça vous intéresse, allez-y nous rejoindre à ce niveau-là. Vous avez également le Top Premium où on partage généralement des notes d'analyse sectorielles. Quels sont les drivers de la croissance à moyen terme dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui? On va me dire à court terme, ça prend vraiment en considération 12 mois. Et rappelez-vous, les marges de raffinage qui baissent, ça ne nous surprend pas du tout. Je vous laisse encore sur les notes d'analyse sectorielle qui existent encore sur cette chaîne, qu'on a fait il y a très longtemps. Allez-y chercher, tapez pétrole, analyse sectorielle, vous allez voir à peu près qu'est-ce qu'on racontait à cette période-là. Il faut actualiser ces notes-là au moins à peu près chaque 90 jours, parce qu'une entreprise exerce dans un secteur d'activité bien précis. Vous voulez les chiffres, vous voulez vous rattacher uniquement aux chiffres, sachez que c'est comme si vous avancez ici les yeux fermés. D'accord? Donc, si vous êtes en accord avec ça, tant mieux. Sinon, nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et également, tous ceux qui vont s'abonner dans le club, vous allez pouvoir retrouver la vidéo que je mentionnais tantôt.
Ça reste une excellente entreprise dans son secteur d'activité, bien sûr. Vous connaissez maintenant les attentes pour le trimestre à venir, ainsi que la situation actuelle de la compagnie. D'accord? Bref, merci, au revoir.